Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous allons parler de l'affaire Ratsitatan, qui est bien ancrée dans la conscience populaire comme étant une personne, un combattant de la liberté, quelqu'un qui a organisé une révolte des esclaves pour pouvoir libérer les esclaves à Maurice au début du 19e siècle. Mais qu'en est-il vraiment? 18 peuples malgaches. Et Ratsitatan, lui, il fait partie de l'ethnie dominante à Madagascar, qui est l'ethnie des Mérines. Mérina. Ça s'écrit Mérina, mais en malgache, on ne prononce pas le A. Son papa est le conseiller du roi malgache, et le roi malgache, dans son business, il exporte les esclaves à Maurice ou bon. C'est son business. Entre les ethnies, il y a des rivalités. Et quand il y a des rivalités, il y a des guerres. Et quand il y a des guerres, il y a des prisonniers de guerre. Et ces prisonniers de guerre-là, ils sont réduits en esclavage pour l'esclavage local, aussi bien que pour l'esclavage externe, parce qu'il y a des revenus à gagner. Et Maurice a toujours acheté des esclaves de Madagascar. Et vous allez vous souvenir que je vous ai parlé de Adrian van der Stel, qui a fait venir le premier contingent d'esclaves de Madagascar en 1641, vers l'époque anglaise. C'est que l'Angleterre avait déjà fait voter l'abolition de la traite en 1807. Mais seulement quand Farquhar, le premier gouverneur de Maurice, quand il a pris les commandes le 5 décembre 1810, il a été assez flexible sur ce problème d'esclavage, de business d'esclavage, parce que les Franco-Mauriciens, c'était leur fonds de commerce. Ils avaient besoin d'esclaves pour travailler, et le traité de capitulation avait stipulé que les Franco-Mauriciens avaient le droit de garder leurs us et coutumes. Et eux, ils avaient fait comprendre, un peu inofficiellement, mais Farquhar avait reçu ce message-là, qu'il faut fermer un peu les yeux sur le business d'esclaves, parce que ça fait partie de leur us et coutumes. Alors, en effet, Farquhar a fermé un peu les yeux dessus, si bien que la couronne britannique, étant donné que la loi de 1807, c'est une loi d'État, il fallait appliquer la loi. Et puis, en plus, vous vous souvenez, je vous avais parlé de Amazing Grace, de William Wilberforce, tout ça. Comment William Wilberforce est allé se battre au Parlement pour pouvoir obtenir cette loi-là, là-bas. Et finalement, le Anti-Slavery Society britannique faisait la pression sur le gouvernement, et le gouvernement faisait pression sur Farquhar pour qu'il arrête ces histoires-là. Si bien qu'en octobre, je pense que c'est le 21 octobre 1817, il y a le premier traité anglo-maurinais, anglo-malgache, que l'on va dire anglo-mérina, qui demande au roi malgache d'arrêter l'esclavage, contre quoi les Anglais vont aider ce roi mérine-là à pouvoir assurer sa suprématie à Madagascar. Ils vont lui donner, égal à la projection de têtes d'esclaves exportés, ils vont lui donner de l'aide, par exemple des uniformes militaires, par exemple la poudre, par exemple les armes, pour qu'il puisse asseoir son autorité à Madagascar. Et chose très importante que Farquhar va faire, il va reconnaître le roi des Mérines
comme étant le roi de tous les Malgaches, de toutes les ethnies de Madagascar. Farquhar va envoyer à Madagascar une personne qui est très importante, un sergent dans son armée. Cette personne-là s'appelle James Hastie. Lui, il va aller assister le roi Radam pour mieux asseoir son autorité, pour étendre un peu le pouvoir anglais aussi sur Madagascar. Ok? Ce James Hastie-là, il aura un rôle très important. Et pour la petite histoire, James Hastie, pourquoi Farquhar l'aime bien? Parce que premièrement, James Hastie, c'est un Irlandais. Il est très connu en Irlande, il est très respecté en Irlande. Selon les normes de l'époque, c'était un bon bout. Et il était surtout très courageux. En septembre 1816, il y avait un grand incendie à Port-Louis qui a détruit presque le tiers de Port-Louis. Et si James Hastie n'était pas là, l'incendie aurait été beaucoup plus catastrophique parce qu'il s'était affiché de manière très très héroïque pendant cet incendie-là. Ça, et Ratsitatan, qui faisait partie des conseillers du roi, il était le fils du conseiller du roi, il était très très mécontent de la présence anglaise à Madagascar et surtout après ce conflit entre les Mérines et les Sakalaves, il a exprimé sa désapprobation de manière assez brusque et en ce faisant, il s'est mis en porte-à-faux avec le roi. Il a remis en question l'autorité du roi, Radam. Il n'a pas respecté le roi en tant que prince. Et dans ce contexte-là, il y a certaines choses qui vous disent qu'il a même menacé le roi. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Certains vous disent qu'il a menacé le roi, certains vous disent qu'il a essayé de l'agresser. Mais le fait est qu'il s'est mis en porte-à-faux avec le roi. Il s'est mis en opposition avec le roi. Et ça, c'était mauvais. Et il voulait aussi attaquer Hastie, James Hastie. Parce que pour lui, James Hastie, le conseiller du roi, est la cause de tout leur malheur. Et lui, il était beaucoup plus du côté des Français à Madagascar que du côté des Anglais. Il voyait d'un mauvais œil l'expansion des Anglais à Madagascar. Quand les Anglais avaient imposé cette interdiction d'exporter des esclaves, c'est les revenus en moins pour les mérines. Et c'est le revenu en moins pour les soldats, dont Ratsitatan faisait partie. Il était préférable de déporter Ratsitatan que de l'exécuter. On n'avait pas le droit d'exécuter un prince, parce qu'on n'avait pas le droit de faire couler le sang royal. D'autant plus que Ratsitatan était bien aimé par son peuple. Alors tranquillement, on l'a exporté sur un bateau qui s'appelle le Menaille, qui avait comme capitaine un monsieur Moresby. Ils l'ont exporté à Maurice. Mais seulement quand il est rentré à Maurice en 1822, en janvier 1822, il était rentré comme un malgache ordinaire. Sans protocole. Sans protocole, sans rien. Il n'était pas comme si... Pardon? Non, il n'était pas rentré comme un esclave.